Grâce à une photographie aérienne prise par un pilote de la Royal Air Force, le monde fut surpris d'observer un étrange phénomène d'éclairement sur les faces de la Grande Pyramide, qui plus est le jour de l'équinoxe, juste avant le coucher du soleil. Ceci est-il le résultat d'un affaissement de la Grande Pyramide, une méthode de construction voulue pour économiser des pierres de façade, ou bien une extraordinaire conception qui se rapproche étrangement de celui de la pyramide de Kukulcan au Mexique, où se produit là aussi un jeu d'ombre et de lumière visible seulement aux équinoxes. Nous vous laissons juger par vous-même le pour et le contre. Basé sur les travaux de Paul Damiani, secrétaire général des sociétés de statistique de Paris et de France, et de l'égyptologue André Pauchan, la profondeur de l'affaissement située au centre de chaque côté de la Grande Pyramide, responsable de ce phénomène lumineux, est estimée à environ 92 cm, avec pour conséquence une inclinaison pour chaque demi-face d'environ 0,46 degrés. Entre parenthèses, grâce à nos travaux, nous savons que ces deux valeurs ont une connotation symbolique très importante et transmettent une information, mais nous y reviendrons en fin de vidéo. L'hypothèse de l'affaissement est bien évidemment écartée. N'importe quel architecte vous expliquera que la déformation est bien trop symétrique et régulière pour être accidentelle. La seconde hypothèse de certains égyptologues, plus réaliste cette fois-ci, est que cet enfoncement avait pour but d'économiser des pierres de revêtement faites de calcaire blanc de Toura. À l'appui de cet argument, les dernières pierres de façade encore en place entre guillemets comme vous allez le voir, qui ont différentes longueurs, variant de 1,30 m à 40 cm, et qui comblerait justement l'affaissement et aboutirait à une façade parfaitement plane. Cet argument se démontre très facilement. Au-dessus de la chambre du roi se trouvent 2000 tonnes de blocs de granit rouge provenant d'une carrière située à plus de 600 km de Gizeh. Or, cette chambre est non visible pour le profane et montre clairement que l'économie de matériaux n'est pas dans l'esprit de l'architecte. Un petit calcul très rapide montre qu'il leur faudra retailler d'une manière très précise plus de 70 000 pierres de revêtement, et ce, de plus d'une centaine de différentes façons. Si avec cette méthode vous gagnez en matériaux, vous perdrez un temps phénoménal à retailler chaque pierre, sachant que le temps du pharaon était plutôt compté. L'argument d'un enfoncement voulu pour économiser des matériaux ne tient pas aussi parce qu'il suffit d'une simple assise droite avec des pierres régulières de 40 cm pour toute la façade, et ainsi économiser encore plus de matériaux et même du temps. Les différentes profondeurs de pierres de revêtement retrouvées au pied de la pyramide correspondent plutôt à une solution technique de renforcement, afin de résister aux contraintes physiques telles que les tremblements de terre. Comme vous pouvez le voir sur ces photos, aucune des pierres composant ces assises ne sont parfaitement alignées. On voit clairement qu'il ne s'agit pas de pierres manquantes, mais plutôt d'une volonté architecturale. Si les pierres lisses de calcaire étaient posées au bord du vide, simplement l'une à côté de l'autre jusqu'à 146 mètres de hauteur, vous pouvez être certain qu'au premier tremblement de terre, ces pierres se détacheront de la façade. Et à chaque pierre manquante, tombée ou pillée par des voleurs, le phénomène sera amplifié. Nous pouvons observer que les profondeurs irrégulières des assises et les pierres de revêtement se complètent parfaitement pour former un système de tenaille qui renforce la structure de la façade. Ce système aurait pu être complété par un système d'accroche perpendiculaire aux assises. Et une petite recherche sur Internet montre clairement que ce système a existé. Enfin et pour conclure, j'ai effectué une étude 3D de l'alignement de ces pierres avec la façade, et le verdict est sans appel. La première pierre que vous voyez à l'écran est en réalité une reconstitution 3D, qui épouse parfaitement les assises et les lignes de fuite des pierres restantes. En effectuant une prolongation, on constate que les angles ne coïncident plus. Prolongation montre bien l'inclinaison de la façade. Cela veut dire donc que le dos de ces pierres doit obligatoirement être incliné d'un angle de 0,46 degrés pour compenser celui de la façade. Or, si nous observons bien un angle, celui-ci dépasse largement les 0,46 degrés. Cet alignement est contraire à la géométrie de la pyramide. En réalité, ces pierres n'ont aucune inclinaison. Ce sont les blocs des assises qui se trouvent derrière les pierres qui ont été complètement arasés. Cette reconstitution 3D nous montre leur véritable configuration, où un grand angle est bien observé en début de rangée et qu'en fin de rangée, nous retrouvons notre inclinaison naturelle de 0,46 degrés. Il semble bien que les seules pierres de façade qui subsistent au pied de la pyramide, laissées comme par miracle par les pilleurs et qui dénotent par leur bel alignement avec le reste du site, ne soient pas qu'une simple reconstitution.
mais plutôt une énième malversation. J'ai pris l'initiative pour ce jour de l'équinoxe de faire une simulation informatique. J'ai introduit très précisément dans un ordinateur les dimensions et les caractéristiques de la Grande Pyramide, son orientation réelle, les données astronomiques du Soleil pour le 21 mars 2019, afin de retranscrire en images ce qui se produit réellement sur les faces de la Grande Pyramide. Ce sont les mathématiques et la géométrie qui parlent, et c'est à vous de juger maintenant. Mon nom est Eriep, je suis prêtre du temps. Ma demeure se trouve dans le temple du Sphinx. La nuit a été froide, étrangement froide. Mais je dois me hâter et accomplir ma tâche, car le soleil, lui, n'attend jamais. Le grand fauve, mon temple, et comme tous les temples des terres fertiles du Nil, regarde le vent, la demeure d'Ora, la lumière, la source de toute chose. Les étoiles à l'horizon semblent s'allumer et s'éteindre en même temps. Les signes du ciel doivent être lus au bon moment, et c'est Ra qui nous le dira. En tant que prêtre du temps, j'ai besoin du rayon d'Ora, qui éclaire la face de l'ombre, qui est dans la nuit depuis bientôt près de 6 mois maintenant, afin de pouvoir lire les signes de la prochaine nuit au point de l'équilibre cosmique. Sa lueur apparaît à l'horizon, frontière de la lumière et des ténèbres. Antef, mon maître, me raconta un jour qu'au-delà de la Grande Mer, les prêtres n'en avaient aucune vue, et que leurs architectes avaient conçu leur pyramide de sorte que les gardiens de l'horizon puissent se tenir à leur sommet. C'est la nature qui sculpte les choses, et non les hommes. Mon esprit s'égare dans la lumière, qui commence à m'aveugler. C'est l'instant, le moment, où Ra me parle et me dit « Ne me regarde plus, regarde ma lumière dans l'ombre. » Nous allons corriger quelques idées reçues et même vous surprendre un petit peu. Ce phénomène n'apparaît pas qu'au jour des équinoxes, mais toute l'année, de 2 à 4 fois par jour. Il se produit à chaque fois que le Soleil croise en azimut l'Est et l'Ouest géographique, et les pentes de la pyramide en déclinaison.
Seule une phase de la pyramide aura un éclair et son intensité augmentera au fur et à mesure que l'on s'approche de l'équinoxe et déclinera en intensité au fur et à mesure de son éloignement. Mais au moment des équinoxes, l'éclair se produira simultanément sur les faces nord et sud de la pyramide, au moment précis du lever et du coucher du soleil, et sera le plus intense. Enfin, grâce au décalage de 0,0075 degrés avec l'est géographique, la pyramide signale le jour exact de l'équinoxe. Par le premier rayon de lumière qui vient éclairer au moment exact du lever du soleil la face nord de la pyramide, qui était dans la pénombre depuis près de 6 mois. Si la pyramide était parfaitement orientée et que l'équinoxe était produit juste au moment du lever du soleil, alors aucun rayon de soleil n'aurait éclairé la face nord. Cette infime imprécision de l'orientation de la grande pyramide, qui indique le jour exact de l'équinoxe, quelles que soient les conditions, est en réalité une nouvelle prouesse de l'architecte de la grande pyramide. Enfin, en dehors des équinoxes, deux dates très particulières ressortent des équations de Paul Damiani, le 4 mars et le 8 octobre. Ces jours-là, le phénomène se produit simultanément là aussi, mais sur les faces ouest et nord. Et comme vous pouvez le voir sur cette photo, il est pratiquement imperceptible. Mais cette date est très intéressante par rapport à nos travaux. Tout d'abord, voyons ce que dit Paul Damiani. Signification des dates du 4 mars et du 8 octobre. Nous pensons que les dates du 4 mars et du 8 octobre, signalées à la fois par l'éclair lumineux et l'ombre portée du gnomon, devraient avoir une importance particulière dans le culte des morts et dans les rites de résurrection de l'ancienne Égypte. C'est cette hypothèse que nous essayerons de développer dans un article ultérieur. En réalité, cette déclinaison de -6,92 degrés que feront sortir les équations de Paul Damiani correspond à un plan de l'écliptique aligné avec l'équateur du Soleil, et donc un plan incliné d'environ 30 degrés. C'est ce que nous allons voir dans la partie 2 de la vidéo.